Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette nouvelle émission de Caribbean Jazz, je reçois la directrice artistique d'un lieu mythique qui est le Baiser Salé et qui va par le nom de Maria Rodriguez. Bonsoir Maria. Wow. Comment vas-tu? Ça va. C'est pas un truc que j'aime faire particulièrement, les interviews, mais ça va. Ça va? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais. Donc Maria, est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment t'es arrivée dans la musique qui est le jazz et surtout le lieu mythique qui est le Baiser Salé? Alors, le Baiser Salé a été créé par un groupe mythique antillais qui s'appelle les Gibson Brothers. Ils ont un nom américain, mais qui sont tous les troueurs antillais. Et ils ont fait un morceau très connu qui s'appelle Cuba. Et avec ça, ils avaient le rêve de créer un lieu de musique live. Et donc, ils ont créé le Baiser Salé avec ceux qu'ils ont gagnés avec Cuba. Ils ont fait le lieu qui s'appelle le Baiser Salé, qui est un morceau qui faisait partie d'un album des Gibson Brothers. Et voilà, ils l'ont... Alors, j'étais la compagne, la petite Annie de l'un des musiciens. Et je suis gestionnaire par qualification, c'est-à-dire que je travaillais dans une boîte où j'étais comptable, directrice comptable. Donc, au départ, je suis venue aider dans la gestion comptable, les caisses, les trucs, les machins. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai commencé à aider un peu dans l'organisation. Il y avait un groupe qui s'appelait Les Étoiles qui jouait tous les jeudis, vendredis, samedis. Et j'allais aider à l'organisation, la billetterie, tous ces trucs-là. Voilà. Et petit à petit, pareil, j'ai commencé à aider, à faire un compta, à organiser les plannings, à faire des choses, parce que les artistes sont très bons pour la musique, mais ils sont un peu moins bons pour ça. Donc voilà. Et puis en 1986, j'ai accouché d'un petit garçon. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas l'élever. Parce que quand tu as des enfants et qui travaillent, tu as un peu plus de mal à faire leur éducation vraiment. Et voilà, avec son père, on a décidé que j'arrêtais de travailler le jour et que je me concentrais sur le Baiser Salé. Et je travaillais la nuit et ça me laissait le temps de m'occuper de mes enfants la journée. Voilà, vraiment, je suis venu au Baiser Salé. Et tu écoutais, parce qu'il y a une particularité au Baiser Salé. Oui. Quand ils ont créé ce club de jazz, ce club qui est le Baiser Salé. Au départ, c'était un piano bar. Ah, d'accord. Au départ, c'était un piano bar avec un quartet qui jouait tous les soirs. Alors, c'était déjà assez jazzy quand même. Hein, c'était des reprises, mais c'était chansons jazzy, pas chansons françaises reprises du truc. C'était assez jazzy déjà. Il y avait le bassiste et le pianiste qui chantaient. Je ne me rappelle plus de leur nom, mais c'est des mecs qui étaient assez connus dans le milieu. Et ils chantaient et ils faisaient des morceaux assez jazzy. Voilà. Mais après, ils ont donc embauché des Étoiles, qui était un duo mythique brésilien, qui se déguisait, qui s'habillait en femme pour chanter, etc. Et c'était magnifique. Moi, je les connaissais parce que je les avais vus à Barcelone, il y a quelques années auparavant.
Et c'est comme ça, en fait, que c'est devenu plus musical, plus musique de recherche, pas tellement de reprise. Enfin, eux, ils faisaient de la musique brésilienne, avec des compos, pas tout, mais une partie. Et, mais ils ont tellement créé un truc au sein d'Idées Salées que le piano bar, petit à petit, c'est terminé. Et ils ont arrêté, ils ont fini leur concert en décembre 1983. Et en janvier, il n'y avait plus de groupe. Ah, ça s'est arrêté. Ils venaient pas. Ils avaient décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait personne. D'accord. Donc Patrick, donc le père de mes enfants, qui était en même temps, m'a appelé pour me dire et j'ai appelé le batteur des Étoiles et je lui ai dit écoute, on a besoin d'un groupe et ils sont venus en trio avec Pájaro Canzani qui est un chanteur uruguayen, guitariste magnifique, avec le frère de Minos Sinelu, Jean-Jacques Cinéma. Ah, ok. Et avec Passaligno, donc le batteur. Et c'est commencé comme ça. J'ai commencé à faire ma programmation comme ça. D'accord, ouais, parce qu'ils avaient besoin d'un groupe, donc Ils toi... sont venus tous les trois. Ouais. Ils ont fait de la fusion. Et moi, j'aime ça particulièrement. Moi, je suis espagnol. J'ai une culture musicale très axée sur la Caraïbe, sur l'Amérique du Sud. En Espagne, quand j'étais jeune, c'était la dictature franquiste. Et on n'avait pas l'Angleterre, la France, tout ça, c'était des pays qui n'avaient pas le droit d'accès, dont on n'avait pas le droit d'accès. On avait surtout les dictateurs d'Amérique du Sud, puisqu'à l'époque, c'était des dictatures aussi en Amérique du Sud. Donc, on avait la musique d'Amérique du Sud. Et c'est pas mes racines. Moi, mes racines, c'est le flamenco et la jota gallega. Ouais. Mais c'était la musique que j'écoutais quand j'étais jeune, en fait. Et dans le jazz, tu retrouves plein de standards qui viennent de la musique sud-américaine. Voilà. Oui, il y a plein d'influences, il y a plein de... Donc c'est vrai que quand tu parles d'Espagne, je pense à Chick Corea, qui était espagnol de cœur. C'est ça. Et qui mêlait beaucoup tout ce qui était flamenco, avec de la musique. Aussi, hein, tout ça, Voilà. là, ouais. Mais tout ça, ça s'est fait quand je suis arrivé au Vézé Salé. Moi, j'étais plus rock que jazz. Hein. Ah, d'accord, ok. Pop, rock, chanson, flamenco, musique africaine, parce que j'adore les griots. Et les Antilles par la même occasion, mais sans savoir que je ne savais même pas que les Antilles existaient avant quand je suis arrivé en France. Je ne savais même pas ça. Mais je connaissais la musique. Ah. Puisque j'écoutais de la musique sud-américaine. C'est-à-dire que quand j'ai entendu la musique caribéenne, enfin le jazz caribéen, les Mario Canonge et compagnie, pour moi, c'était hyper familier en termes d'écoute. Ouais, c'était pas étranger à ton oreille. Voilà. Et les Gibson Brothers, eux, tu les as... Enfin, en particulier, l'un des membres, tu l'as connu en France. Oui, en faisant du bal. Moi, je chantais et lui, il jouait de la batterie dans un orchestre de bal. Ah oui, d'accord. Donc déjà complémentaire. Là. Voilà. Ça, c'est une belle rencontre, ça. Oui. On était jeunes, très jeunes. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, l'âme et l'identité du Baiser Salé? Alors, je crois que c'est le goût de la fusion, mais pas seulement la fusion musicale, la fusion en général. Moi, quand j'étais jeune, je me disais que je ne savais pas que je sortirais avec un homme de couleur et que je ferais des métis, hein. Mais je me disais que ça serait une manière de supprimer le racisme quand j'avais 18 ans, 17 ans et que je vivais en France et que je voyais... Donc c'était ça, c'était la fusion, mais pas seulement la fusion musicale, pas seulement
C'est entre les couples, entre le... C'est ça. J'avais l'idée que tout ça, c'était... Il y a Peace Love. Ouais, c'est l'idéologie, quoi. C'est-à-dire se dire, bon, ben, on peut se mélanger, on peut faire quelque chose. Mais le baiser salé est la réussite de ça, en fait. Parce qu'au baiser salé, il y a pas, on n'engage pas les gens en fonction ni de leur couleur, ni de leur religion, ni de leur physique, ni de... C'est leur talent qui est... qu'on prend. Je ne sais pas de quelle couleur est la personne que j'engage le jour où... surtout maintenant que ça se passe par Internet, en plus, tu vois. Bah oui. Encore avant, ils venaient, tout ça, mais maintenant... et je pense que la plus grosse réussite du baiser salé, c'est ça, je crois. Hein. Oui, c'est le métissage. C'est ça. Voilà, c'est ce mot-là. Le métissage musical. Parce que c'est vrai que j'y étais encore mercredi dernier. Il y avait Mario Canonge avec Annick Tangora. Et juste après, il y avait un autre concert qui n'avait strictement rien à voir. Absolument. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'on assiste à un concert de reprise, de jazz, de différentes influences musicales et caribéennes. Et après, on assiste à un autre concert. Un peu blues, rock blues, avec une guitare super... bah oui, mais c'est ça, l'histoire, c'est ça. En fait, c'est de se faire plaisir. C'est souvent le plaisir que je reçois à l'écoute de... Et parfois, même musicalement, je trouve pas ça... j'ai pas ce plaisir-là, mais quand je parle avec les gens ou que je regarde le travail qu'ils ont fait, ça me donne envie d'aller plus loin. Oui, parce que tu te différencies, tu te dis, bon, je suis pas sensible à leur musique, mais humainement, c'est des gens qui sont intéressants. Non, pas seulement humainement, c'est-à-dire artistiquement. Il y a quelque chose qui... C'est ça, ça m'emmène... quelque part. Et la plupart du temps, là, par exemple, le mercredi, je programme ce guitariste-là, qui est un peu blues rock quand même s'il est assez jazz. Et puis, je programme aussi une fille qui s'appelle... Louise de Becker, oui. Et c'est une folle. Enfin, c'est pas une folle dans l'absolu. Elle a la folie de l'artiste. Mais c'est... Elle a cette folie. Et pourtant, très souvent, je suis pas vraiment dedans, tu vois. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y avait Paloma Pradal avec John Grandcamp. Et là, je suis dedans à fond. Là, c'est... là, ça peut être choqué par là. Alors, avec cette fille-là, je ne suis pas dedans musicalement, ça ne m'atteint pas de la même manière, mais elle a une telle créativité, un tel talent, une telle envie de créer et de nous faire partager des choses vraiment incroyables que je lui ai donné une résidence. Ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Ouais. Mais quand on parle de programmation, parce que tu as été l'une des... Je ne sais pas si c'est vraiment, tu me corriges, hein, si je dis la première à avoir programmé des personnes comme Angélique Kidjo ou Mario Canonge. Je suis la première. Voilà, c'est ça que je voulais. Il y a quelques années, il y avait un groupe qui s'appelait Ultramarine. Avant qu'il y ait Étienne et Mokhtar dans le groupe, il y avait Mario Canonge, Nguyen Ly, il y avait Pinot au violon, et il y avait Bago, mais il y avait pas... Le bassiste, c'était pas Étienne. Et le batteur, je sais plus qui c'était. Et on travaillait avec des cassettes à cette époque-là. Et ils avaient donné cette cassette à moi. Et aussi, non, en fait, ils avaient donné cette cassette à quelqu'un d'autre, dont je tairai le nom parce que... Oui, bien sûr. Et ce quelqu'un m'a donné la cassette en me disant, tiens, regarde, écoute, pour moi, ça, c'est pas du jazz. Et moi, je suis tombé dessus. Je suis tombé à la renverse, déjà. Et quelques semaines après, quelques mois après, il y a Étienne Mbappé et Mokhtar Samba qui sont arrivés dans le groupe. Et voilà, moi, c'était la première fois que je programmais un groupe de fusion aussi bon que je sais plus le nom, là, ça y est, ça me vient plus, le nom américain, là, avec Joseph Inoul, Mais... The Report. Ah, The Report. Voilà, c'était The Report africain, enfin, afro-caribéen. Et des personnes, par exemple, comme Angélique Kidjo, tu les as remarquées? Auditionné. Tu les as... Tu l'as auditionné. Ah ouais. J'ai auditionné Angélique Kidjo. D'accord.
Et elle le racontait sur CNN il y a quelque temps, là. C'est pour ses 40 ans de carrière. Elle est venue au Vézé-Salé avec CNN. Ils ont fait une émission et elle l'a raconté. Elle a dit, je suis venue voir cette dame-là qui m'a dit, OK, demain, audition à 16h au Vézé-Salé. Et elle a dit, ça a été pour moi comme un cadeau, en fait, parce que bien sûr, bien sûr. Je suis arrivée, alors, je vais te raconter quand même, parce que... Ouais. Ça, c'est important, ça. Mais quand elle était donc installée, elle était en train de chanter quand je suis arrivée, et elle chantait une chanson de Chadé. D'accord. Et moi, je fais pas de reprise au Vézé-Salé, je fais pas ces trucs. Donc, j'arrive et je traverse le bar, et je dis à la barmaid, bon, elle chante bien, mais si elle me fait du Chadé, c'est même pas la peine, tu vois. Voilà, je suis montée, elle a chanté Chadé, elle a chanté 2-3 morceaux, puis elle m'a dit, vous voulez autre chose? J'ai dit, je sais pas, mais est-ce que t'as pas des trucs à toi? Elle me dit, si, mais je pensais que vous vouliez écouter. J'ai dit, non, moi, ça m'intéresse pas, Chadé. En plus, j'aimais pas Chadé, je l'avais entendu chanter en public, qu'elle chantait pop. Ok, d'accord. Ça m'intéressait pas. Et elle me dit, ok, puis elle commence, son groupe, et elle commence à chanter un morceau qui est ensuite sorti dans son album. Et c'était tellement extraordinaire que je suis allée chercher du public parce que je me sentais mal qu'elle chante juste devant moi. Ah, voilà. Je suis allée dans le quartier, j'ai dit à tous les gens que je connaissais, venez, installez-vous, écoutez. Voilà. Et donc, elle a fait son audition. On était une vingtaine dans la salle parce que je me sentais mal de faire chanter une fille, d'auditionner une fille avec ce talent, quoi. Ouais, et puis quand on voit ce qu'elle est devenue. Moi, je l'ai vue assez rapidement, hein, au bout de 2 mois. Je la programmais souvent, elle faisait les 31 décembre. D'accord, ah ouais. Elle faisait Et je lui ai dit, il faut que tu changes de groupe. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, c'est toi qui les entraînes, c'est toi qui... Tu mets toute ton énergie à les aider. Ouais, Puis c'est le contraire qui doit se passer. Donc elle m'a dit, non, c'est mes amis, tout ça. Et puis, il faut que tu choisisses. Et elle a choisi. Et après, elle est partie avec Wally Wadarou, qui est venu la voir au Vézé-Salé. Enfin bref. Ouais, voilà. Mais bon, et après, c'est devenu la grande... J'ai auditionné Richard Vonna aussi. Ah oui. D'accord, donc le même procédé. Non, pas tout à fait. Non. La Richard Vonna, il arrivait de l'Allemagne, je crois. Et il a fait le bœuf. Enfin, il est venu jouer et il était venu avec un groupe en tant que chanteur, avec un big band où il chantait, et il chantait bien. Et quelques semaines après, il est venu en tant que bassiste avec un trio. D'accord. Le trio d'un batteur. Et voilà, j'ai écouté, et là, je lui ai dit, mais t'es bassiste, t'es chanteur, t'es quoi? Il me dit, je suis les deux, je suis musicien. Et voilà, et on a commencé à travailler ensemble très régulièrement. Et Mario Canon, ça a été pareil ou non? Lui, ça a été une autre confiance? Mario, c'est avec Ultramarine. Ça a commencé avec Ultramarine. Mario Canon, Étienne Mbappé, c'était vraiment avec Ultramarine. D'accord. Et après, maintenant, on sait que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il fait le trio, mais il jouait déjà avant. Mario, ça fait presque 40 ans. Enfin, il a dû commencer à jouer au Vézé-Salé en 85, 86. Ah oui, d'accord. Donc mais attends, non. J'ai une filleule qui est née en 84. Et lui, il a une fille qui est née tout le temps après et qu'il a appelée Maëva aussi. Ma filleule s'appelle Maëva Mélodie et sa fille s'appelle Maëva Mélodie. Et je me rappelle que quand il me l'a dit, j'ai dit, mais... Et ma filleule est née en septembre 84. Donc, tu vois, c'était à peu près, à cette période-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et depuis, c'est devenu un habitué du... c'est sa maison. C'est sa maison, oui. Parce que c'est vrai qu'il est tous les mercredis avec Michel Zenino. Il y a 20 ans, il est venu, il a dit, Maria, il m'a pas dit, est-ce que tu as des dates? Ouais. Il m'a dit, je vais venir faire tous les mercredis à 19h. Il m'a pas demandé mon avis. Ah non, t'as dit, bon, ça va se passer comme ça.
Voilà, Maria, je vais travailler les standards et pour ça, je vais venir jouer tous les mercredis à 19h. D'accord. Je dis d'accord. Voilà. Et en continuant sur le baiser salé, quelles difficultés, toi ou même les... Parce que pendant que tu faisais la programmation, enfin les auditions, les programmations, est-ce qu'ils étaient toujours là, les Gibson Brothers, ou ils t'ont laissé carte blanche sur la programmation, sur la gestion justement du baiser salé? J'ai une carte blanche très vite de tout. Et quelles difficultés tu as rencontrées? Oh bah, on a eu des énormes difficultés en termes d'argent. On a été en redressement judiciaire en 1992. Ah oui. On a failli, prisé la liquidation judiciaire en 98. En 98, on a eu une fermeture administrative pour des raisons de musique. Mais en 93, on a été à la limite de la liquidation judiciaire en tête. Parce que c'était pas assez rentable, parce qu'il y avait... Mais, dans le jazz, aujourd'hui, on est un peu aidé. C'est ce qui fait que certains clubs comme le Baiser Salé ou le Sunset ou le Duc, on a une programmation à peu près... on arrive à équilibrer entre le bar, tout ça, plus... la billetterie, plus le CNM ou la SACEM qui nous aide. D'accord. Avant, on n'avait pas ça. C'est depuis qu'on a créé le CNM, le Centre national de la musique, qu'on est un petit peu aidé quand même à la diffusion. C'est-à-dire que tu peux déclarer les musiciens, tu peux les payer, sinon, comme on aimerait, du moins quand même un minimum, on ne pouvait pas avant. À cette époque-là, on déclarait tout le monde, mais on était déficitaire tout le temps. Et il y a un moment où le déficit s'est alourdi. On avait plus d'1,3 million de... Ah oui, ça monte. Voilà. Ouais, on a bossé. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est l'un des plus... Je ne vais pas dire le plus ancien, parce que ce n'est pas le plus ancien, mais Non, le plus ancien, c'est le Sunset. Alors, le plus ancien jazz le plus ancien club de jazz de Paris, Ouais. c'est la Huchette. Oui, Ah. mais bon. Oui. D'accord, c'est vrai. Mais La Huchette. la Huchette. Ouais, la Huchette a presque 100 ans. Ouais. Mais moi, je parlais les clubs tels qu'ils existent actuellement. Oui. C'est le Sunset. C'est le Sun. Ouais, exactement. Ouais. 6 mois de plus que le Baiser Salé, en fait. Parce que c'est vrai que vous êtes à côté. Oui, Oh. mais c'est par hasard. Hein. Parce que si on veut trouver l'un ou l'autre, il est à côté, quoi. Parfois, les gens, ils viennent. Oui, je viens voir un tel. Ah ben non, c'est pas ici. Ah ben non, mais si, j'ai des tickets et tout. Non, mais c'est à côté. Ah d'accord. Et puis, dans l'autre sens, il y a le Duc aussi qui est arrivé, qui existait déjà à l'époque, mais qui n'était pas un club de jazz, mais un bar jazz. Et qui ensuite a été... ils ont racheté plus d'espace et ils ont fait le Duc en l'état actuel, qui est un petit peu plus jeune, qui est un petit peu plus jeune que nous, mais qui est pas loin des 40 ans aussi. D'accord. Mais toi, je vais revenir un petit peu sur ton adolescence, tu as grandi en Espagne ou tu as grandi ici? Moi, j'ai grandi en Espagne jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans? Voilà, moi, je suis espagnole galicienne jusqu'à 13 ans et on est arrivé en France en 1963. D'accord. Avec tes parents? Mes parents sont nés. Mon père est venu en 62. Ensuite, ma mère, elle a rejoint et ensuite, elle est venue nous chercher parce que c'était compliqué de vivre sans nous. Ouais. Donc, on s'est installé. On est venu d'abord en avril 63 et puis c'était compliqué pour la maison. Et on est retourné en Espagne en juillet et on est revenu à Paris. Mon père avait trouvé un appartement et on est venu s'installer en septembre, fin août. Et je suis allé à l'école et j'ai appris le français et puis voilà. Ah oui, tu as plus vécu en France qu'en Espagne. Ah, maintenant, oui. Oui. Et tes parents, ils écoutaient un peu de musique, beaucoup de musique? Alors, ça, on me l'a raconté, parce que j'étais bébé, mais quand j'étais dans mon petit lit de bébé, je ne parlais pas encore, mais je chantais déjà. D'accord, ah oui, tu avais déjà... Et les parents, c'était la radio qui était allumée en permanence sur cette musique qui est vraiment le jazz...
c'était très familier pour moi. Ça a été très facile. Je ne connaissais pas le jazz. Je savais même pas qui était Coltrane, tu vois. Donc, D'accord. je connaissais pas le jazz. Mais par contre, la couleur de la musique m'était très familière au niveau de l'audition. Oui, parce que tu avais déjà entendu des rythmes similaires. C'est ça. Et donc, ça, pour toi, c'était comme si c'était normal, c'était pas une nouveauté. Ça. Et tu as reçu, à part comment dire, pour revenir un petit peu au baiser salé, est-ce que tu as reçu des Américains ou tu as reçu des gens, par exemple, comme Miles Davis ou Marcus Miller ou... Non, pas Miles, malheureusement. Mais il y a plein de musiciens américains. Alors, je ne suis pas très douée pour les noms, tu vois. Oui, donc, ça ne me vient pas tout de suite comme ça, mais il y avait le pianiste qui boitait, là, comment il s'appelle, Kenny Kirkland, par exemple. Il est venu faire le bœuf. Ouais. Il y a Michel Camilo qui est venu. Il y a plein d'artistes. Il y a Roy Hargrove, il venait faire le bœuf au baiser salé chaque fois qu'il était à Paris. Il allait au New Morning, après il finissait au baiser salé. Tu vois, il y a plein de musiciens américains connus qui sont passés. Il y a Cure est venu faire le bœuf une fois. Oh. Il y en a plein. Ouais. Là, comme ça, de mémoire, il y a plein d'artistes français qui venaient chercher ces musiciens pour faire les tournées au baiser salé pendant des décennies. Et encore maintenant, parfois je vois un artiste de variété un peu connu dans la salle, c'est parce qu'il vient faire son marché. Après, ils demandent, par exemple, aux musiciens... non, pas à moi, aux non-musiciens. Ils demandent si, par exemple, ils veulent l'accompagner sur une tournée. Ça, ouais. C'est bien, ça. Ça permet de créer du lien et puis de faire des rencontres. C'est ça. Parce que quand on arrive, c'est vrai, on arrive au baiser salé, il y a une terrasse, on rentre, on peut manger en plus. Là, on peut manger... C'est pas vraiment un restaurant, hein. Oui. Blanche et une pizza, c'est tout. On ne peut pas manger du tout, on n'a pas de cuisine. Et quand on rentre, il y a le bar, et puis à droite, il y a un mur où il y a plein de photos de musiciens, d'artistes. C'était la période où j'étais au bar. D'accord. Et c'était des photos que les gens faisaient comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était des photos qu'on relevait en papier, tout ça. Donc voilà. Ouais, on voit le grain et ça fait du bien aussi de voir ça. Voilà. De voir que c'était des photos d'époque. Oui, mais à l'époque, c'est les musiciens qui les mettaient. Ah ouais, d'accord, c'est eux-mêmes qui... À l'époque, c'est les musiciens qui arrivaient et qui mettaient leurs photos. Et puis petit à petit, j'avais un barman, j'ai eu un barman qui faisait des photos. Il a fait plein de photos, il les mettait là aussi. C'était un peu... Et ce coin-là est devenu le coin des photos. Mais c'est pas nous qui l'avons... Ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand je vois, par exemple, quand on arrive dans la salle, donc on monte les escaliers, on voit la salle et on voit la scène. Et c'est vrai que quand par exemple, on regarde des vidéos anciennes avec des bœufs, etc., on se rend compte que le décor, il a changé. Beaucoup. Ouais. On a changé la scène de place, en fait. Ah. La scène était au fond, entre les deux murs. Ah. Et puis, pendant le Covid, en fait, ça faisait déjà un petit moment qu'avec certains musiciens, on parlait d'un piano quart de queue, mais que c'était pas possible de mettre un piano quart de queue sur la scène du baiser salé qui était entre deux murs. Et pendant le Covid, je me suis dit comment je pourrais faire. Et puis voilà, maintenant... Tu as trouvé le jeu. Et j'ai dit, il faut changer la scène de place. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a un maintenant. Il y a un quart de queue qui est là. Et c'est vrai qu'avant, il y avait une affiche en fond de scène, il y a marqué baiser salé, alors que maintenant... Il y a un logo. Il y a un logo carrément baiser salé. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un endroit assez intimiste. Et là, on peut découvrir pas mal de groupes. Oui, en fait, c'est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire la programmation du baiser salé, j'ai compris que on ne pourrait pas faire d'argent avec le baiser salé. Avec une salle de 50, 60 personnes, c'est impossible de faire de l'argent. Donc, c'est pour ça que je me suis axé sur la découverte, parce que si tu fais des artistes connus, il faut les payer. Oui, c'est vrai. Et quand tu fais des artistes moins connus, ils demandent moins d'argent. Et l'argent l'argent des entrées, elle sert à 70% à payer les artistes. Donc,
Quand, si tu mets 70 personnes, bah, ça fait que les gens sont payés en fonction du nombre de personnes qui sont dans la salle. Donc, c'est pour ça que dès le départ, j'ai su que, bon, là, il y a quand même des gens assez connus qui viennent jouer, mais c'est plus eux. Moi, là, maintenant, je sais qu'ils veulent venir, donc je n'ai pas de problème, mais ça a été difficile pour moi de m'adresser à des gens connus ou reconnus en sachant qu'ils ne seraient pas payés le salaire qu'ils méritent. Donc voilà, dès le départ, ça a été... Et puis je m'y suis prise au jeu, et puis j'ai découvert plein de musiciens, et je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire, en fait. Et je continue. Un petit peu moins, mais il y a plus de gens qui jouent au Vézé Salé depuis longtemps et qui maintenant sont un peu connus, comme Mario, comme Grégory Priva parfois. Mais tous ces gens-là, ils ont démarré au Vézé Salé, sans qu'ils soient connus d'ici. Comme Arnaud Dolmen ou... Arnaud, il venait de Toulouse avec son FHN, je crois, ou HFN. C'était le nom de son trio. Avec Thomas Bellon. Avec Thomas B, bah oui. Et avec... comment il s'appelle Les Martes. Non. Un Antillais aussi. Sorti un album il y a pas longtemps, l'année dernière, qui fait un trio avec Ralph, là. Et avec Dédé. Comment il s'appelle Parce que j'allais dire Michel Aliveau, mais non. Non, c'est un jeune. Ah, c'est un jeune. Il vient de Toulouse aussi. Il vient des Antilles. Mais Ouais, il vient des Antilles. il vient des écoles d'Antilles. Stéphane Castry, non? Non, c'est beaucoup plus jeune que Stéphane. Il est de la génération d'Arnaud. D'accord. Et il faisait son groupe avec lui. Ça y est, ça va me revenir. Oui, ça va, oui. Mais pendant que tu parlais du Baiser Salé, est-ce que toi, il y a une période particulière qui t'a marqué? Il y a un événement ou quelque chose qui t'a marqué dans ce club? Alors, la période d'Ultramarine, c'est un truc de fou. Et puis, la période de Rideau Bayonne. Parce que c'était musicalement un truc de fou. Enfin, ça ne s'arrêtait jamais. C'était très effervescent quand arrivé au Baiser Salé. Le fait même de savoir qu'il y avait Rideau Bayonne Ultramarine, avant même que la balance soit faite, et que c'était déjà l'effervescence, quoi. Les serveurs, le technicien, les musiciens, et ça jouait quand même beaucoup, jusqu'à tard, jusqu'à 4, 5, 6 heures parfois. Et cette période-là, c'est la période où on a commencé à Ultramarine, qui s'est terminée quand Richard Bonnat est parti aux États-Unis, c'est-à-dire 15 ans après. Et c'est cette période-là qui m'a le plus marqué, parce que d'abord, je rentrais tous les jours chez moi en ayant l'impression d'avoir fait un truc de fou. Voilà, d'avoir écouté les meilleurs musiciens du monde, d'avoir participé à un truc... Et je me souviens que je rentrais chez moi l'esprit heureux, en me disant je suis crevé, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'est, voilà. C'est tous ces musiciens, Sylvain Luc, qui lui n'est pas caridéen, mais qui faisait partie de tous ces gens-là des années 90. Il y avait Ultramarine, mais il y avait aussi Sixon, il y avait Guy Winsberg, il y avait Michel Aligot, il y avait Mario Canonge, il y avait vraiment Mario qui faisait comment il s'appelle ce quartet avec les Cannes, par exemple. Cannes, c'est à Vézé Salé, les gens, je me souviens d'une soirée, on a fait un chanté Noël, une soirée, et j'étais obligée de passer les verres comme ça, c'est moi qui étais en sac, et j'étais obligée de donner les verres devant la porte, que les gens les passaient jusqu'à la scène, parce qu'il n'y avait même pas de place pour passer, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas d'entrée payante, donc il fallait que tout le monde consomme. Et donc, je passais les verres, et les gens prenaient les verres, les donnaient devant, qui les donnaient devant, tu vois. Et ça, c'est une soirée de chanter Noël avec Cannes, avec Mario, avec... voilà, ça c'est fort. Cette soirée-là de chanter Noël, c'était très fort. De voir... En fait, je ne connaissais pas ce truc, ce concept, et de voir toute la salle se mettre à chanter en même temps, tu vois, rien que d'y penser. Ça te donne la chair debout.
Et comment, toi, qui est au cœur, au fait, qui est dans le baiser salé depuis bientôt 41 ans, comment tu vois le jazz évoluer? Bien, Bien. bah oui. Le jazz aujourd'hui, c'est ce que je rêvais il y a 40 ans. Moi, il y a 40 ans, pour moi, le jazz, c'est l'improvisation. Oui. C'est pas le bebop ou le hard bop. C'est bien sûr que c'est du jazz, le bebop et le hard bop, mais c'est pas le jazz pour moi. Pour moi, le jazz caribéen a la même place parce que c'est de l'improvisation. Après, tu as tout le reste, mais le jazz, c'est l'improvisation. Pour moi, le flamenco, c'est de l'improvisation. C'est du jazz, tu vois. Le flamenco, c'est pas du jazz. Ben si, pour moi, c'est ça, le jazz. Tu arrives sur scène et tu pars sur un truc et tu pars sur une note et hop, tu improvises. Hein, et je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Non, parce que je te demandais en fait comment tu vois le jazz, l'évolution du jazz. Aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, avec tous ces jeunes musiciens qui ont quand même une culture hip-hop, une culture très urbaine, eh bien, il y a un mélange, un enrichissement qui va dans le sens de ce que moi, je pensais dans les années 80. Et on me disait que mon club n'était pas un club de jazz, puisque je faisais du zouk. Ah, Ok. voilà. Ok. Parce que pour eux, le jazz caribéen, c'était du zouk. C'était du zouk, ouais. C'était Alors, comme le jazz cubain, comme les musiciens cubains, ils font de la salsa. Ils font pas du jazz. Voilà. Ben, moi, je pensais pas comme ça. Et aujourd'hui, ben, c'est l'essor de tout ça. C'est le mélange. Le jazz est en pleine effervescence, est en pleine émulation avec... tous les nouveaux groupes qu'on peut voir. voilà, tu prends Daïda, par exemple, tu prends mon fils, Bada Bada. Tout ça, c'est du jazz. Mais alors, quelle richesse rythmique, quelle richesse musicale. Voilà. Et du coup, je sais pas moi, les musiciens américains aujourd'hui, comme d'habitude, je suis pas très doué pour les noms, mais le pianiste, ça me vient pas, mais qui joue très urbain, qui est un Américain, et je sais plus son nom, pardon, mais... T'en as qui, bon, je pense, quand tu dis, par exemple, au niveau... moi, j'ai un contrebassiste en tête, c'est Avishai Cohen, ou t'as d'autres pianistes. Pas pour moi. Hein? Moi, je trouve pas que Avishai Cohen, le contrebassiste, il apporte tant de fusion que ça. Non, il y a pas. En fait, il y a pas vraiment de comment dire. Il fait un jazz, mais qui reste dans un certain. Comment je peux dire ça? Je vais pas dire que ça reste. Enfin, c'est Moi, quand ça pour leur la première fois, Ouais. je suis tombée. J'étais comme ça. Mais je trouve pas qu'il y a un renouvellement, tu vois. Non, non. Et je suis d'accord dans ce que tu dis, parce que pour l'avoir vu en concert et pour avoir écouté beaucoup d'albums, j'ai Seven Sea dans ma tête, qui est pour moi un album très, comment dire, il part dans différentes choses. Il expérimente, mais c'est vrai que quand tu le vois en concert, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est ça. Et je trouve que, après, c'est peut-être un choix de sa part. Mais je trouve que... Bon. Oui, c'est... Et on ne juge pas. Non. Mais du coup, je pense à un pianiste américain, malheureusement, je l'ai écouté encore hier, il était en live sur une plateforme. Enfin, voilà, ce pianiste-là, c'est la représentation même du jazz moderne aujourd'hui dans le monde, pour moi. Alors, attention, moi, je ne suis pas Dieu, hein, moi, je pense juste, en général, j'essaye de programmer ce que j'aime. Ouais. Et lui, je l'aime vraiment. Ouais, et puis c'est vrai que dans ta manière de voir, comme tu disais tout à l'heure là, ce que toi, tu pensais dans les années 80, aujourd'hui, ça arrive. Donc, t'étais une programmatrice visionnaire. Non, je crois pas. Je pense que ma culture et le fait que je ne sois pas du métier, que je n'ai pas fait d'études de jazz et tout ça, ça m'a aidé à ne pas être dans la lignée de tous ceux qui
qui faisait le jazz dans les années 80-90. Ouais, t'étais pas influencé. T'avais ta propre vision. C'est ça. T'avais ton ressenti. C'est ça. J'étais surtout cultivée d'une autre manière. J'avais une culture musicale qui était vraiment autre que... Je suis espagnol malgré tout. Oui, c'est ça. Donc, C'est dans les gènes. Hein. voilà, c'est ça. Et en France, pour parler, parce que là, on a parlé du pianiste dont tu ne te souvenais pas le nom, mais en France, comment toi, tu vois l'évolution des jeunes, je parle vraiment des jeunes, hein. Là, il y a un nombre de jeunes caribéens ou métis caribéens ou métis africains qui vont faire une révolution, je pense, dans très peu de temps. Musicalement, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, tu as des gens comme Carl-Henri Morisset, comme... ça y est, j'ai plus les noms, mais il y a une génération de trentenaires, ils ont entre 25 et 35 ans, et je pense que tu as un jeune garçon qui s'appelle Nathan Mollet, qui joue de tout, qui est pianiste, mais qui joue aussi bien électro que moderne, que jazz, que bebop, et il a beaucoup, beaucoup de talent. Tu as une fille qui est bassiste, contrebassiste, chanteuse, qui s'appelle Julia Richard, qui a, pareil, la trentaine, Carl-Henri Morisset, enfin, il y a les deux jeunes Moglia, un saxophoniste et un tromboniste. Tu as toute une génération là qui arrive des écoles comme le CMDL ou le CNSM, mais qui sont politiquement engagés. Et politiquement pas politiques, enfin, qui revendiquent leurs origines, qui sont nés en France, mais qui se sentent caribéens, pour ne pas... et qui sont à la recherche d'une identité forte de la musique caribéenne. Mais tu vois, le compas, tous ces trucs-là, ils veulent le remettre dans l'actualité. Un peu comme les Anglais ont fait il y a quelques années, là, où ils ont revendiqué leur jazz à eux. Eh bien, il y a toute cette génération-là qui arrive, qui est là depuis 4-5 ans. Et je pense que si ça continue, hein, j'espère que je vais le voir avant que j'arrête, hein, parce que j'ai quand même l'âge d'arrêter et de mettre des jeunes à ma place. Eh bien, je crois qu'il va y avoir une vraie révolution identitaire du jazz en France. C'est ce que je pense. Avec une revendication des origines de beaucoup de musiciens qui ne se sentent pas reconnus en tant que tels. Ok. Voilà. Et quels sont les défis, parce que là on arrive au terme de l'interview, quels sont les défis que le Baiser Salé doit surmonter aujourd'hui? Les défis, on les surmonte au jour le jour, tu vois. Donc le défi, c'est de garder son identité, d'essayer de continuer à exister, d'avoir une gestion artistique exemplaire, de revendiquer le féminisme, le wokisme, comme dirait notre cher Trump, hein. Tout ça, se battre contre tout ça, en fait. Et là, je dis Trump, et ben voilà. Les défis d'aujourd'hui, c'est de se battre contre ça, de se battre contre l'individualisme forcené, contre la recherche systématique du profit, contre l'économie qui tue. Et c'est... je crois que c'est ça le défi, mais c'est pas que pour le Baiser Salé, c'est pour nous tous. Parce que c'est à ce prix-là qu'on sera libre.
la grande force du Baiser Salé, c'est sa liberté. Ouais. Même si, pour des raisons économiques et à cause des réseaux sociaux, on est un tout petit peu moins libre. Oui. Moi, je ne m'exprime jamais sur les réseaux sociaux. Parfois, je vois passer des trucs. Si je disais ce que je pense, Ouais. C'est vrai. mais tu vois, ça veut dire que je ne suis pas vraiment libre. Mais malgré tout, on risque de perdre vraiment notre liberté dans les prochaines années. Heureusement, il est là que pour 4 ans. Ouais. Moi, excuse-moi de te couper. Moi, je tiens vraiment à te dire quelque chose, c'est que ça me fait vraiment plaisir que tu sois là pour cette interview, parce que ça fait un moment qu'on essayait de caler cette interview, qu'on essayait de se voir. Je sais que tu es vachement occupé. Moi-même, pareil, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de concerts avec l'équipe on couvre, etc. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire cette interview avec toi, parce que tu es une personne qui a apporté beaucoup à la musique, que ce soit caribéenne ou au monde de la musique. Avec le Baiser Salé, avec tout ce que tu as apporté depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc merci pour ça, déjà. Écoute, franchement, il n'y avait pas de Cantaria. C'est au jour le jour. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Quel serait ton mot de la fin pour les personnes qui vont regarder cette émission? Il y a quelques semaines, j'aurais dit il était temps que la musique caribéenne, que le jazz caribéen soit reconnu et qu'on reconnaisse l'apport de la musique caribéenne dans le jazz français. Aujourd'hui, le mot de la fin, ça serait que il faut qu'on se tienne les coudes tous. Tu vois? Moi, je suis très inquiète du monde que sont en train de nous faire l'extrême droite. Je suis très, très inquiète, très angoissée par tout ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est... Je pense que il y a le patron d'un club qui me disait l'autre jour, Lunaria, on fait que de la musique. Là. Et c'est vrai, on fait que de la musique. Ouais. Mais il y a d'autres gens qui font des choses et je crois qu'il faut qu'on soit tous très solidaires et qu'on marche dans le même sens. Tout cela, en ce moment, il faut qu'on arrête d'être individualiste en France, quoi, et à Paris. Mais quand il dit on fait que de la musique, mais la musique aussi apporte des messages et peut mettre les gens dans certains états, Oui, tristesse, comme la joie, comme la colère. non, mais il me disait ça par rapport au fait que j'étais inquiète. Ah, d'accord, oui. Ouais, bah, Et il m'a dit, mais Maria, on fait que de la musique. Ouais. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Bien sûr. Est-ce qu'il faut qu'on s'investisse? Est-ce qu'il faut que... Voilà, je sais pas. Je suis un petit peu sceptique. Triste. Triste. Ah. Ouais, je suis pas sceptique, je suis triste. Je pense qu'on peut, mais je sais pas si on va y arriver. Ah. Nous tous. Oui. Travail en commun. Voilà. Et en attendant, on va continuer à faire l'émission. Voilà. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. J'étais avec une grande dame qui voilà. Même si elle est petite par la taille, mais grande par ce qu'elle a accompli. Donc merci à Maria Rodriguez d'avoir accepté l'invitation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonsoir à toutes et à tous. Yeah. Yeah.